Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le redéballage du pack L'Express du Comté d'Essex, le deuxième pack de la campagne L'Héritage de Dunwich. Alors on commence tout de suite par les cartes gardiens. Bandoulière, c'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, un objet. Vous avez un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien arme, et ça vous donne un point de vie. Alors la bandoulière, c'est intéressant. Alors ça vous donne une main supplémentaire pour une arme. Évidemment, cette troisième main, vous la réservez à l'arme que vous avez. Donc si vous avez déjà 2 outils, vous jouez la bandoulière, vous jouez une arme, c'est bon. Si vous avez déjà 2 armes et que vous jouez un outil, une des 2 armes, vous l'attribuez entre guillemets à la bandoulière. Donc c'est très pratique. Ça va vous permettre de cumuler une arme et 2 choses qui occupent une main chacune, ça va vous permettre d'avoir 3 soutiens qui occupent chacun une main, ou un soutien qui occupe 2 mains et un soutien qui occupe une main. Le tout, c'est qu'au moins un des soutiens soit une arme. Alors par exemple, si vous jouez un gardien en solo et que vous voulez de temps en temps... pour un gardien, ça va être la possibilité par exemple d'avoir une machette, un pistolet et une lampe torche, ou éventuellement une loupe, si mettons ce gardien c'est Roland Banks, ou Zoé Samaras. Voilà, ça va être aussi la possibilité d'avoir la machette et une arme de tir qui occupe les 2 mains. Ça va être la possibilité d'avoir la machette et une loupe et une lampe torche. Enfin voilà, plein de combinaisons possibles. Moi, dans mes decks gardiens, dernièrement, j'en incluais un exemplaire, mais ça servait pas forcément. Alors en duo, encore une fois, moi quand je joue en duo, je fais des decks spécialisés. Donc mon gardien, il est là pour combattre. À côté de ça, j'ai un investigateur qui est là pour enquêter. Ça veut dire que mon gardien, ses 2 mains servent uniquement à des armes. Donc je vais lui mettre 2 exemplaires de la machette, je vais lui mettre 1 ou 2 pistolets. Et voilà, dans une main il a une machette, dans l'autre main il a un pistolet, et ça fait l'affaire. Il engage avec un seul ennemi, il utilise la machette. Il engage avec plusieurs ennemis, il commence par utiliser le pistolet. Dès qu'il engage avec plus qu'un seul ennemi, il réutilise la machette. De temps en temps, on tombe sur un ennemi qui est plus sensible à un certain type d'arme qu'à un autre. J'en dis pas trop, vous verrez ça en jouant les scénarios. Et ça peut être toujours intéressant d'avoir plusieurs types d'armes. Mais si je reviens là sur mon gardien, il a une machette, il a un pistolet, et ça lui prend 2 mains. Et c'est tout. Alors si vous jouez Roland Banks, dans mon dernier deck Roland Banks en solo que j'ai utilisé, il avait un 45 automatique dans son deck, 2 machettes et évidemment son pistolet spécial. Donc oui, on peut dire, Roland Banks, comme il a bandoulière, il a une machette, un 45 et son pistolet spécial. Quand je suis au combat avec plusieurs ennemis, j'utilise un pistolet. Si j'utilise un pistolet qui a un indice dans le lieu, j'utilise le pistolet spécial de Roland. S'il n'y a pas d'indice, j'utilise le 45 automatique pour préserver au maximum les munitions du pistolet de Roland. Donc la bandoulière, c'est plutôt pour du solo si vous avez besoin de 2 armes différentes plus un objet d'enquête, ou 2 objets d'enquête et une arme, ou alors si vous jouez un gardien qui utilise une grosse arme, qui en général prend 2 mains, comme le fusil à éclair, ou le Springfield, ou le Bar M1918. Voilà, le fusil de chasse. Voilà. Ou dans ce cas-là, il a besoin de 2 mains pour son fusil, quand il y a vraiment un gros ennemi, et sa 3e main pour la machette. Dans le pack Le Renouveau de l'Héritage de Dunwich, il y a la bandoulière de niveau 2. Qu'est-ce que ça change ? Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes. Tant que des soutiens armes occupent au moins 2 de vos emplacements, vous gagnez plus 1 de vos emplacements main. Vous gagnez plus 1 en volonté. Donc là, vous avez une main de plus. Et si vous avez au moins 2 de vos 4 emplacements occupés par des armes, vous gagnez plus 1 en volonté. Et c'est très bien. J'en parlais dans une autre vidéo, je crois. Donc déjà, la bandoulière niveau 1, j'ai dit, c'est utile pour les grosses armes. Là,
vous avez 4 emplacements de main, donc vous pouvez avoir la machette pour les petits ennemis, et ou quand vous n'êtes engagé qu'un seul ennemi, une arme à 2 mains pour quand vous avez un ennemi costaud à affronter, et une 4e main qui en solo va sûrement être votre lampe torche, et qui en duo, dans un deck spécialisé, va être un petit pistolet. Voilà. Plus 1 de volonté si vous utilisez au moins 2 mains pour des armes. Dans un deck gardien, c'est facile d'utiliser 2 mains pour 2 emplacements de main pour des armes, surtout quand on a 4 emplacements de main. Je continue à donner des exemples. 4 emplacements de main, ça peut être machette, 45 automatique, loupe et lampe torche. Bon ben voilà, le plus 1 de volonté, c'est toujours appréciable. Ça permet de mieux gérer le deck de rencontre, ça limite la prise d'horreur. Je pense que Roland aurait apprécié dans Carcosa. Et donc à voir, j'en parlais dans une vidéo précédente, la vidéo dans laquelle il y a la matraque, oui donc c'est dans la vidéo sur l'héritage de Dunwich. Je pense que la bandoulière niveau 2, ça peut être bien dans cet archétype dont je parlais, de gardien qui n'engage pas les ennemis. Alors, encore faut-il voir s'il est si cet archétype est viable. Mais vous avez bandoulière de niveau 2, vous avez une grosse arme de tir, vous avez une matraque de niveau 2, il vous reste une main, soit pour la machette quand vous êtes obligé d'engager, ou un bonus quelconque. Alors à noter, le plus 1 de volonté, il sert à lutter contre le deck de rencontre. Pardon, j'ai entendu un bruit bizarre. Il sert à lutter contre le deck de rencontre, mais il peut aussi servir à tout test de volonté. Moi, je pense notamment à une carte, évidemment, dont le nom ne me revient pas. C'est un sort en gardien. Voilà, Éclipse sanglante. Éclipse sanglante, c'est un événement, classe gardien, qui coûte 1, qui est de niveau 3, un sort, esprit, qui dit subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 de volonté, infligez plus 1 dégât pour cette attaque, pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. Alors c'est un sort. Pareil, j'entre pas dans les détails, mais j'ai en tête au moins un ennemi pour lequel on veut attaquer avec un sort. Donc éclipse sanglante, de base, vous combattez avec votre volonté et vous infligez un dégât. Vous pouvez payer des points de vie, maximum 3, pour vous donner jusqu'à plus 3 de volonté et plus 3 dégâts. Et là, vous avez un plus 1 de volonté. Donc vous prenez un gardien qui, mettons, de base à 3. Il a 2 mains occupées par des armes, donc il a une volonté de 4. Vous utilisez Éclipse sanglante à son maximum, ça vous donne plus 3, donc on est à 7, ça inflige 4 dégâts. Donc vous faites une attaque avec une compétence de 7. Si vous avez entraînement au combat, vous pouvez encore booster votre volonté. Pareil, si vous avez Frère Xavier, donc vous avez une attaque très puissante qui va pouvoir faire 4 dégâts d'un coup. Bon, par contre, il faut blesser votre investigateur. Mais même chose, je ne vais pas entrer non plus trop dans les détails sur cette carte, c'est pas le but de cette vidéo-là. A noter que les dégâts, vous pouvez les mettre sur Frère Xavier. Quand il est vaincu, 2 dégâts à un ennemi dans le lieu, sans test. Donc là, vous utilisez votre sort force maximale. Enfin, je reprends. Vous avez votre investigateur, il a plus 1 en volonté grâce à la bandoulière de niveau 2. Il a plus 1 en volonté grâce à Frère Xavier. Il a plus 3 en volonté parce qu'il utilise l'éclipse sanglante à son maximum. Donc il en a 5 de volonté. Donc on va dire 3 de base plus 5, il a 8 de volonté. Il peut dépenser 1 ou 2 ressources pour monter à 9 ou 10 grâce à entraînement au combat. Ou attribuer des cartes compétences ou d'autres cartes. Et
Et pardon, j'ai perdu le fil. Oui, du coup, son éclipse sanglante, c'est un test de. Enfin, il fait une attaque avec une compétence de 8-10 pour infliger 4 dégâts. Les dégâts les dégâts qu'il paye pour activer l'éclipse sanglante, il les met sur Frère Xavier, ça fait 2 dégâts de plus. Voilà, une action, 6 dégâts sur un ennemi. Enfin, par contre, il faudrait vérifier le timing, mais je pense que si on met les dégâts sur Frère Xavier, on perd son bonus de plus 1 en volonté. Bon, revenons sur le pack qui nous intéresse. Carte suivante. Lutter ensemble, c'est un événement qui coûte 0, qui est de niveau 3. 2 icônes de volonté. Esprit, donc ça peut être joué par Calvin Wright. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu. Cet investigateur est view, piochez chacun 2 cartes et gagnez 2 ressources. Bah, c'est très bien. À partir du moment où vous jouez en duo et que vous vous déplacez par 2, voilà, en une carte, vous jouez une carte, ça vous coûte une action, mais c'est d'un coup 2 cartes et 2 ressources pour un investigateur, 2 cartes et 2 ressources pour un autre investigateur. Étudiante, on passe aux cartes de la classe chercheur maintenant. Étudiante en art, c'est un soutien qui coûte 2. Allié, Miskatonic, ça occupe un emplacement d'allié. Réaction, après l'entrée en jeu de l'étudiante en art, découvre un indice dans votre lieu, 1 point de santé et 2 points de santé mentale. Alors, ça coûte 2, c'est pas cher, c'est un petit tampon, 1 dégât, 2 horreurs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand ça arrive en jeu, vous découvrez un indice dans votre lieu, il n'y a pas besoin de faire de test. Tout ce qui vous donne un indice sans test ou un dégât sans test, bah évidemment, plus les tests sont difficiles, plus c'est intéressant. Mais même en mode de difficulté normale, c'est un test que vous n'avez pas à faire. Vous utilisez une action pour la mettre en jeu, et ça vous évite une action hasardeuse d'obtention d'indices. Alors évidemment, dans un deck chercheur, il y a de la concurrence, notamment avec Milan Christopher, mais dans un deck Roland Banks, comme je l'ai fait dans mon dernier deck que j'ai joué, enfin mon dernier deck Roland Banks que j'ai joué, c'est très bien. Roland Banks, il est dans un lieu avec une valeur occulte de 4 ou 5, et ben au lieu d'essayer d'enquêter, il joue l'étudiante en art. Et ce qui fait au passage de Roland Banks un excellent découvreur d'indices si on utilise tout le pool de cartes disponibles, parce que voilà, il va avoir ça pour trouver 100 tests dans les lieux difficiles, il va combattre dans d'autres lieux pour récupérer avec sa capacité spéciale, il a preuve, il a... Bon bref, c'est un outil de plus dans sa boîte à outils. Alors évidemment, il va sûrement falloir inclure charisme dans le deck. Parce que ça soit dans un deck chercheur ou dans un deck gardien qui peut l'inclure, il y a d'autres alliés. Si c'est un deck chercheur, il y aura sûrement Mine Christopher en jeu. Si c'est un deck gardien, il y aura sûrement le flic en patrouille. Donc, on voudra poser l'étudiante en art et ensuite poser l'allié qu'on veut vraiment, ou alors avoir le charisme pour pouvoir poser l'étudiante en art, même si elle arrive plus tard, et qu'on a déjà son soutien, enfin son allié de prédilection en jeu. Alors, déduction de niveau 2. C'est une compétence, entraîner expert, 2 icônes d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, 2 indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Alors j'en ai déjà parlé quand je parlais de la déduction de niveau 0 qui est dans la boîte de base. Ça vous coûte 2 XP. Vous avez plus 1 pour découvrir un indice par rapport à la carte de niveau 0, vu que vous avez un icône supplémentaire. Donc, de meilleures chances de trouver l'indice. Et si a posteriori vous rendez compte que le boost de plus 2 de la déduction n'était pas nécessaire pour trouver un indice, et ben cet écart de 2 entre ce que vous avez fait et ce qu'il y avait à faire, ça vous donne un deuxième indice. Très bonne carte si vous prévoyez de récupérer plusieurs indices à la fois. Donc
de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de deck là. Moi je dirais que je le mettrais plus volontiers dans un deck dans un deck Rex Murphy en duo que dans un deck Daisy Walker en duo. Parce que Rex Murphy, voilà, il veut se booster, il veut toujours réussir avec le plus grand écart possible. Enfin, avec le plus grand écart possible. Il veut réussir à avoir le plus souvent possible un écart de 2 ou plus, vu qu'il va essayer de faire moins d'enquêtes, mais de récupérer en moyenne plus d'enquêtes il va essayer de faire moins d'enquêtes, mais de récupérer plus d'indices par enquête en moyenne. Alors à noter que déduction, ça marche sur n'importe quel type d'enquête, même si c'est pas une enquête pour trouver des indices. Donc Rex est en train d'utiliser cambriolage, il est dans un lieu, mettons à valeur occulte de 3, il a 4 de base, il a mis l'âne Christopher en jeu, ça fait 5, il joue déduction, il passe à 7. Si 7. Si il pioche un moins 4, 7 moins 4 ça fait 3, il a réussi, il a ses indices. S'il a un moins 4, 7 moins 4 ça fait 3, le cambriolage est réussi et déduction permet de prendre un indice. S'il a moins 3, même chose. S'il a moins 2, il a 5 contre 3, cambriolage est réussi, déduction lui donne un indice, et comme l'enquête donc du cambriolage est réussie avec une différence de 2, déduction de niveau 2 lui donne un deuxième indice. Voilà. Donc, vous êtes dans un lieu qui n'a pas une valeur occulte très élevée, cambriolage, déduction, si vous avez de la chance, vous avez 3 ressources, 2 indices en une seule... J'ai oublié de préciser un truc, là c'est uniquement pour la combinaison cambriolage et déduction. Parce que si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, ça active déduction, mais ça active aussi Rex Murphy. Donc on peut faire, dans le meilleur scénario possible, 3 ressources, 2 indices grâce à déduction et l'indice bonus de Rex Murphy. 3 ressources et 3 indices en une action. Voilà, donc très bonne carte pour Rex Murphy. Alors maintenant, les cartes truands. Je fiche le camp, un événement qui coûte 0, qui est de niveau 0, 2 icônes d'agilité, toujours intéressant pour les truands, ruse, esprit, alors comme c'est une ruse, Rita Young peut l'utiliser, à jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu, abandon, vous fichez le camp d'ici. Donc voilà, si dans votre scénario il est prévu que vous puissiez abandonner, vous pouvez abandonner où que vous soyez, pas à retraverser toute la carte pour arriver sur votre lieu d'abandon, pas à gérer quoi que ce soit. Moi je viens de faire une partie, là juste avant de commencer l'enregistrement, je ne vais pas donner trop de détails pour pas divulgacher le scénario dont il est question, mais à un moment donné j'ai accompli l'objectif. Je sais que je dois abandonner, mais je suis tout à un bout de la carte. Le lieu où je dois abandonner est complètement à l'autre bout. Et au milieu, il y a 4 ennemis qui sont costauds. Dernière action de mon tour, j'ai joué je fiche le camp, j'abandonne, je regarde la résolution. Et la résolution, c'était... voilà, vous incluez telle carte... vous gagnez tel avantage, vous récupérez votre expérience, pas de trauma, donc pas vaincu, pas de trauma, pas d'effets négatifs liés au fait d'être vaincu. Des fois, à la fin d'un scénario, si on est vaincu, on regarde en premier la partie vous êtes vaincu et ça vous dit, notez dans votre carnet de campagne que... vous avez mis du temps à sortir du bâtiment ou vous vous réveillez avec mal à la tête et vous rendez compte plus tard que le fait d'avoir été vaincu, dans un scénario ça va vous mettre des fatalités en plus, dans un autre scénario ça va je sais pas, vous empêcher de faire une action, ça vous empêcher de trouver un indice parce que c'est trop tard. Donc une très bonne carte, ça fait aussi partie vous voyez,
On se reverra en enfer, c'est une carte pour mitiger la défaite, selon moi. C'est-à-dire on est super mal barré, et ben on dit non, tous les ennemis non élites engagés avec moi, ils sont vaincus, je suis vaincu, mais au moins je me suis débarrassé de ces ennemis-là, j'ai récupéré leurs points d'expérience, et éventuellement ils m'auraient vaincu par les horreurs, et là non, je suis vaincu par des dégâts physiques. Un gardien voudra plutôt des traumas physiques que mentaux. Et ben là, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment quelque part sur votre plateau de jeu, il y a une carte du scénario qui dit vous pouvez abandonner dans telles conditions, vous jouez je fiche le camp, vous dites m'en fous des conditions, moi j'abandonne tout de suite. Le seul, enfin c'est pas un point négatif, mais c'est un truc à considérer, si vous abandonnez tout de suite, et ben probablement vous abandonnez en laissant un ennemi qui vous rapporte de l'expérience, ou un lieu qui rapporte de l'expérience que vous n'avez pas encore vidé. Voilà. Et à noter que cette carte, pour moi, est indispensable si on a dans son deck, comme c'est le cas de mon deck Wendy actuel, l'obol pour Caron. Parce que l'obol pour Caron, c'est un soutien. C'est un soutien permanent, exceptionnel, objet, relique. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Obol pour Caron, c'est très bien, 2 points d'expérience supplémentaires par scénario, mais faut pas être vaincu. Ne pas être vaincu, ça veut dire qu'il y a des moments où on va... Enfin, en temps normal, vous avez peut-être joué en vous disant, bon, il y a cet ennemi, là, victoire 1, il peut me rapporter 1 point d'expérience en plus, enfin, 1 point d'expérience en plus à chaque investigateur qui participe au scénario. Je vais essayer de le vaincre, ça devrait bien se passer, et ça me fera plus 1 point d'expérience. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est j'ai 2 points d'expérience, mais il faut que je sois extrêmement précautionneux, parce que si je suis vaincu, c'est directement la mort. Alors, je sais pas vous comment vous faites vos campagnes, mais moi, si dans ma campagne en cours, à un moment donné, Wendy est vaincue et qu'à cause de l'obol pour Caron, elle est morte, je vais pas m'embêter à refaire un deck pour continuer la campagne avec un autre investigateur. Je vais dire, je refais notre campagne. Donc pour moi, obol pour Caron, c'est je suis plus prudent à chaque scénario, mais tant que ma prudence paye, j'ai 2 expériences en plus à chaque fin de scénario, et puis si à un moment donné je suis vaincu, la campagne s'achève. Alors, cran d'arrêt de niveau 2, c'est un soutien qui coûte 1, objet, arme, corps à corps illicite, ça occupe un emplacement de main rapide, action combattre, vous gagnez plus 2 de force pour cette attaque, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. Moi je pense que c'est l'arme de corps à corps des truands qui n'ont pas accès aux autres classes. Un truand qui a accès à la machette, je lui mets la machette. Là, cette arme-là, elle a quand même... Si vous jouez dans un archétype méga-test, oui, vous donnez plein de bonus, donc le différence de 2 ou plus, ça devrait pas être trop dur à obtenir, et du coup, c'est plus 2 de force pour infliger 2 dégâts. Mais autrement, c'est seulement plus 2 de force, et le deuxième dégât est conditionnel. Alors vous avez l'avantage que c'est rapide, oui. Vous jouez, vous avez dans une main une lampe torche, dans l'autre main vous avez les outils de crochetage, il y a un ennemi, vous jouez le cran d'arrêt, ça vous coûte pas d'action, ça vous oblige à défausser soit les outils de crochetage, soit la lampe torche, mais maintenant vous avez une arme pour combattre. Bon, mais c'est vraiment, soit je mets ça parce que je joue dans un deck réussite avec 2 ou plus, soit j'essaie de me trouver une meilleure arme. Alors, les cartes mystiques. La première, c'est Regard Hypnotique, c'est un événement, sort, de niveau 0, qui coûte 3, rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez l'attaque, ensuite révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial négatif est révélé, infligez les dégâts de l'ennemi attaquant lui-même. Bon, alors, ça coûte 3 quand même, mais dès qu'un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, vous annulez l'attaque. Et si vous révélez le bon jeton, ce genre de jeton-là, ça va représenter peut-être
un quart, un tiers du sac du chaos. L'ennemi, les dégâts qu'il aurait dû infliger à l'investigateur, il se les inflige à lui-même. Alors je pense que la plupart du temps, les dégâts d'un ennemi sont inférieurs à ses points de vie. Sauf les rats, je pense. Mais sinon, il va y avoir beaucoup d'ennemis qui ont 2 points de vie qui infligent un dégât, qui ont 3 points de vie qui infligent un dégât, ou 4 points de vie qui infligent 2 dégâts. Mais c'est toujours ça de dégâts qui ne sont pas pris par un investigateur. A noter, comme c'est de l'annulation, ça va servir à Diana, l'investigatrice. Et comme il y a un effet qui est déclenché par un symbole spécial négatif, il y aura possibilité de le doubler. Il y aura possibilité de le doubler avec inspiration surnaturelle. L'ennemi attaque. Vous faites regard hypnotique. Son attaque est annulée. Vous piochez un jeton. Ah, c'est un de ces jetons-là. Il devrait se prendre ses dégâts. Vous jouez inspiration surnaturelle. Il se prend 2 fois ses dégâts. A noter, regard hypnotique. Regard hypnotique, ce n'est pas limité aux non-élites. Donc ça marche sur tous les ennemis. Vous avez un ennemi puissant qui inflige 3 dégâts à chaque attaque. Regard hypnotique, il se prend 3 dégâts. Regard hypnotique plus inspiration surnaturelle, ça peut faire 6 dégâts. Et comme pour toutes les cartes qui ont un effet spécifique quand on révèle le bon jeton du chaos, et bien évidemment ça bénéficiera d'un petit peu de manipulation. Par exemple, si vous avez scellé le -4, vous avez plus de chances de piocher un de ces symboles-là. Si vous avez Olive McBride en jeu, vous devriez révéler un jeton. Vous en révélez 3 et vous en choisissez 2 parmi les 3. Sur les 3, j'espère qu'il y aura un de ces symboles-là. Ou alors vous avez Sombre Prophétie en jeu. Non, pardon. Oui, Sombre Prophétie, vous révélez 5 jetons et vous en choisissez. Je pensais, Prémonition. Vous avez Prémonition en jeu. Dessus, vous avez un jeton spécial négatif. Et peut-être qu'au lieu de faire une attaque vous-même, vous allez faire une action qui déclenche une attaque d'opportunité. Vous annulez l'attaque avec regard hypnotique. Vous jouez, donc regard hypnotique entraîne la révélation du jeton qui était sur prémonition. Vous jouez présence surnaturelle, ouais, je crois, et vous doublez l'effet. Bon voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette carte, je pense. Flétrissement de niveau 3. Ça coûte 3 ressources, ça a 4 charges. Ça utilise un emplacement d'arcane. Pour une action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 2 de volonté, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si un symbole spécial négatif est révélé lors de cette attaque, subissez une horreur. Bon, vous avez un bonus de plus 2 pour réussir votre attaque. Alors bien sûr, c'est très bien. Les 3 d'expérience, je pense qu'ils valent le coup. Parce que vous n'avez que 4 charges, du coup vous ne voulez pas gaspiller vos charges parce qu'il vous manquait 1 à votre test. Donc là, ça vaut le coup et faudra quand même toujours utiliser les charges avec prudence. A noter que dans le pack les fils du destin, il y a la carte recherche ésotérique qui est un permanent qui vous inflige un traumatisme mental quand vous achetez la carte, mais qui vous dit après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Moi, dans mes decks mystiques, je pense que les quelques fois où j'ai joué cette classe-là, depuis la sortie du scénario Les fils du destin, j'ai mis 2 recherches ésotériques. Alors oui, 2 traumas mentaux dès le début de la campagne, mais à côté de ça, -2, 2 points d'expérience qu'on n'a pas besoin de dépenser pour améliorer des sorts. Là, dans le cas du flétrissement, améliorer le flétrissement au niveau 3. Si vous avez 2 recherches ésotériques, ça vous coûte qu'1 point d'expérience. Donc très probablement, deuxième scénario de la campagne, vous avez votre flétrissement de niveau 3 et vous avez moins besoin de booster vos attaques, donc vous gardez vos ressources pour autre chose, vous gardez vos compétences pour d'autres types de tests. Alors les cartes survivants.
Le journal, c'est un soutien qui coûte 1, c'est un objet qui occupe un emplacement de main. Si vous ne possédez aucun indice, vous gagnez plus d'intelligence tant que vous enquêtez. Alors le plus 2 d'intelligence, c'est bien, mais étant donné que c'est tant qu'on n'a aucun indice, ça va marcher qu'une fois ça marche une fois et ensuite ça ne remarche plus que lorsqu'on a dépensé tous ces indices. Alors, si on est l'investigateur, si on n'est pas un enquêteur principal et qu'on prend qu'un indice par-ci par-là, éventuellement, mais dans ce cas-là, c'est un emplacement de main qu'on n'a plus pour autre chose. Si on joue en solo, même en solo, les actes, pour les faire avancer, des actes qui avancent avec un seul indice par investigateur, il me semble que c'est extrêmement rare. Ça va plutôt être 2 ou 3 ou beaucoup plus. Alors pour certains scénarios où à intervalles réguliers, il faut dépenser des indices, ça peut être intéressant. Alors je pense que à ce stade-là, c'est plus considéré comme un spoiler, surtout que je crois que c'est sur la première carte d'acte. Dans le deuxième scénario de la boîte de base, les masques de minuit, on va vous dire dépensez 2 indices par investigateur, révélez un cultiste du deck cultiste, mettez-le en jeu, blablabla. Bon, si vous avez le journal et que vous jouez en solo, vous avez plus 2 pour trouver votre premier indice, puis vous n'avez plus de bonus pour trouver votre deuxième indice, vous dépensez vos 2 indices, vous révélez un cultiste, et de nouveau vous n'avez plus d'indice et vous avez le plus 2 de votre journal. Donc un indice sur 2 dans ce scénario-là, vous avez votre bonus de plus 2. Dans le pack La Pâle Carcosa, on a le journal de niveau 2. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Réaction, quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu. Si vous ne possédez aucun indice, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Alors là, c'est nettement beaucoup mieux. Certes, il y a toujours le même problème. L'idée de dire mon bonus ne marche que tant que j'ai pas d'indice. Sauf que là, si vous avez votre bonus, vous gagnez 2 indices d'un coup, à condition de réussir bien sûr. Donc je reviens sur les masques de minuit. Maintenant, c'est j'ai aucun indice, donc j'ai plus 2. Je fais mon enquête, je réussis mon enquête, du coup je gagne 2 indices. Je dépense mes 2 indices. Je mets un cultiste en jeu, j'ai plus d'indices, je peux de nouveau avoir le bonus de plus 2 en intelligence. Alors, dans d'autres scénarios, en solo, ça marchera s'il y a beaucoup de lieux à 2 indices. Parce que même chose, si vous êtes dans un lieu avec un seul indice, même si vous avez ce passage-là, découvre un indice supplémentaire dans votre lieu, il faut qu'il y soit l'indice. Si vous avez un scénario dans lequel il y a 6 lieux, dans chaque lieu il y a un indice, dans le premier lieu vous utilisez le journal, vous récupérez un indice, vous n'avez pas de deuxième indice à récupérer, vous entrez dans le deuxième lieu, votre journal ne marche plus. Donc le journal de niveau 2 est bien plus intéressant que le journal de niveau 0, mais il ne restera intéressant que sur des scénarios très spécifiques où éventuellement, si on est un enquêteur secondaire et qu'on va juste, grappiller les miettes d'enquête, si on va être l'enquêteur qui récupère le dernier ou les 2 derniers indices nécessaires pour faire avancer l'acte. À noter aussi, si on est un investigateur secondaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un investigateur qui se charge de la majorité des indices et l'utilisateur du journal qui récupère des indices par-ci par-là, c'est assez fréquent que dans les scénarios, ça soit spécifié pour avancer dans l'acte, il faut dépenser les indices à un lieu précis. Donc votre survivant qui utilise le journal pour récupérer 2 indices par-ci par-là, il va quand même falloir qu'il rejoigne le groupe. Donc il ne pourra pas être complètement autonome. Bon. Bref, c'est une carte qui peut être très bien. C'est une carte qui occasionnellement va être très bien pour faire comme ça, 2 indices d'un coup, mais je pense pas que sur le long terme elle soit très fréquemment utile. Il faudra quand même avoir des solutions dans son deck, il faudra avoir le journal pour quand on n'a aucun indice,
et autre chose pour quand on a des indices. Par exemple, avoir aussi faire avec les moyens du bord et des perceptions. Donc, vous utilisez le journal, vous trouvez un indice, maintenant vous avez des indices, vous jouez faire avec les moyens du bord pour réduire de 1 la valeur occulte de votre lieu. Et si vous ratez, vous avez toujours faire avec les moyens du bord dans votre défausse pour que vous pouvez rejouer. Et si vous rejouez faites avec les moyens du bord depuis votre défausse, vous pouvez gagner 2 indices. Alors le leurre, c'est un événement qui coûte 1, qui est de niveau 1, qui a 2 icônes d'agilité. C'est une ruse. Attachez cette carte à votre lieu. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court, au lieu de l'endroit où il devrait normalement aller. Forcez tant qu'il est attaché, à la fin du round, défaussez leurre. Bon, ça ne marche qu'un seul tour, donc qu'une seule phase d'ennemi. Vous posez le leurre là où vous êtes, et ça fait que les ennemis vont se déplacer vers là. C'est utilisable, mais je pense assez circonstanciel, parce qu'encore une fois, vous l'attachez là où vous êtes, et les ennemis viennent vers là. Donc à moins d'avoir une possibilité de contournement, si vous êtes dans un scénario parfaitement linéaire, ça sert à rien. Les ennemis viennent déjà dans votre direction. Si vous êtes dans un scénario où il y a un embranchement et que vous voulez les mener dans votre branche plutôt que dans l'autre branche, ok, mais maintenant qu'ils sont dans votre branche, comment vous en sortez? Bref, ça doit avoir de l'intérêt, moi je l'ai jamais joué, je sais pas trop comment on s'en sort quand on l'a dans son deck. Alors les cartes neutres, chasseur de reliques, c'est un soutien, un talent permanent, niveau 3, je ne sais plus si je l'ai dit, vous avez un emplacement d'accessoires supplémentaires. Voilà. Pas grand chose à dire, hein. Maintenant vous pouvez avoir 2 accessoires. Vous pouvez avoir par exemple l'amulette de Wendy et patte de lapin. Vous pouvez avoir Saint-Rosaire et clé de Saint-Hubert par exemple. Alors évidemment c'est bien de pouvoir cumuler 2 accessoires. Moi j'ai jamais utilisé parce que en gardien par exemple je dirais que j'utilise pas d'accessoires. En chercheur, si je joue Daisy, oui je vais être intéressé par la clé de Saint-Hubert, mais je pense pas rien d'autre. Enfin jusqu'à présent. Pour les truands, alors là il y a de la concurrence, mais c'est des cartes qui coûtent beaucoup d'XP que j'ai pas eu l'utilisation de sortir pour le moment. Des cartes comme des porte-bonheur, montre goussée en or. Chez les mystiques, alors chez les mystiques vous avez le Saint-Rosaire, vous avez la clé de Saint-Hubert. Là par contre chez les mystiques il y a plein de choses, il y a aussi le joyau d'Auréolus. Il me semble que j'en oublie un. Et chez les mystiques il y a le précieux souvenir. Il y a la patte de lapin et je vois pas d'autre. Bref, c'est une bonne carte qui n'a jamais été nécessaire dans un de mes decks jusqu'à présent. Charisme, même chose que les cartes précédentes, mais pour les emplacements d'alliés, là pour le coup, charisme, depuis que je dispose de la carte, je la mets dans quasiment tous mes decks, je pense. Ça m'est même arrivé une fois, alors je saurais pas vous retrouver comme ça en 2 minutes les listes de decks, mais ça m'arrivait en jouant en duo d'avoir 2 exemplaires de charisme dans chaque deck. Parce que voilà, c'est bien pratique. En gardien, vous pouvez cumuler 2 flics en patrouille. Et vous avez en permanence un bonus de plus en force. En truand, vous avez Léo Deluca et n'importe quel allié que vous trouvez intéressant. En mystique, vous cumulez David Renfield et une initiée aux arcanes, etc., etc. Donc voilà une excellente carte. Et voilà, ça conclut ce pack. Alors un petit récapitulatif. Bandoulière, un emplacement de main supplémentaire, oui c'est bien, mais c'est encore une carte, je reconnais qu'elle est intéressante, mais moi je ne l'ai jamais utilisée. J'utilise quasiment jamais d'armes à 2 mains. Du coup, 2 mains, si je joue un deck spécialisé, ça me suffit. Dans un deck spécialisé, 2 mains, c'est la machette pour la plupart des combats et le pistolet pour les autres. Dans un deck solo, c'est la machette pour quasiment tous les combats
et en fonction de ce qui sort en premier, une loupe qu'on va défausser pour remplacer par un pistolet plus tard, ou inversement. Lutter ensemble à part... Alors, vous choisissez un investigateur qui est dans votre lieu, cet investigateur et vous gagnez chacun 2 cartes et 2 ressources. Si vous jouez en duo, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Alors à moins de faire un duo où chaque investigateur est polyvalent et du coup ils sont jamais dans le même lieu, ça me paraît un peu bizarre. Mais si vous avez un investigateur de combat, un investigateur d'enquête, ils vont souvent se croiser dans un lieu, voire ils vont se déplacer à 2. Et ben voilà, c'est super pour le tempo des 2. Étudiante en art, elle arrive en jeu, vous prenez un indice dans votre lieu. C'est génial. Et elle va absorber 1 point de dégâts et 2 points d'horreur. Déduction de niveau 2. Par rapport au niveau 0, vous passez de plus 1 d'intelligence pour trouver un indice à plus 2 d'intelligence pour trouver un indice. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous avez même 2 indices d'un coup. Enfin, 2 indices supplémentaires d'un coup. C'est génial. Je trouve ça plus intéressant avec Rex Murphy qu'avec Daisy Walker, par exemple. Mais très bonne carte. Je fiche le camp. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est dans l'esprit... C'est dans un certain esprit du truand, voilà, un petit peu retors. Il y a des risques, mais je peux tout de suite abandonner le scénario si je suis dans le bon contexte, au bon lieu, au bon moment, etc. etc. Et ben là, non, il y a une possibilité d'abandon dans le scénario, et ben je la prends immédiatement sans me soucier des conditions. Ça peut faire la différence. Enfin, vous pouvez être dans une situation où vous vous dites je peux gagner beaucoup ou perdre le scénario, et ben là, vous gagnez peut-être pas beaucoup, mais au moins vous ne perdez pas. Enfin, la plupart du temps. Et c'est indispensable si on joue low ball pour Caron. Cran d'arrêt de niveau 2, il faut vraiment vouloir jouer sur les gros bonus à chaque test, ou alors ne pas avoir de meilleure arme sous la main. Regard hypnotique, annuler l'attaque c'est bien, renvoyer à l'ennemi ses dégâts c'est très bien, et en plus c'est un effet qui est doublable, donc ça peut vraiment, et ça concerne tous les ennemis, donc ça peut... Il faudrait que je vérifie, mais par exemple je pense qu'avec cette carte et la carte Persévérance surnaturelle, quelque chose comme ça, vous pouvez tuer le prêtre ghoul en lui annulant une attaque, oui. Vous pouvez quand même faire beaucoup de dégâts à un grand ancien. C'est très bon. Flétrissement de niveau 3, le niveau 0 est indispensable quand on veut un deck combat mystique. Niveau 3, c'est encore mieux. Journal niveau 0, c'est très quelconque parce que ça va être rare de n'avoir besoin que d'un seul indice. Et dès que vous avez un premier indice, vous n'avez plus de bonus pour trouver le deuxième. Il faudra plutôt attendre le niveau 2 et avoir un rôle très spécifique dans l'équipe pour que ça marche. L'heure, vous forcez les ennemis à se déplacer dans une direction, je sais pas trop parce que la direction en question c'est votre direction. Alors à moins de pouvoir partir sans qu'ils vous suivent tout de suite, j'ai un peu du mal à comprendre. Je vois pas concrètement comment l'utiliser de façon répétée. Chasseur de reliques, si vous voulez jouer plusieurs accessoires différents, c'est super. Charisme, même remarque, il y a plein de bons alliés dans le jeu. Chaque classe a plusieurs bons alliés. Et grâce à charisme, vous n'avez plus à choisir entre les 2 premiers, ou les 3 premiers si vous avez de charisme. Bon voilà, ça conclut ce pack. Allez, je vous dis donc bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.